bleu, blanc, rouge, puisque depuis la médiatisation délibérée par Mitterrand et Charras à partir de 1984 du Front National, on a mis dans la tête des Français que être pour le drapeau de la Révolution française, c'était par transitivité, si j'ose dire, être favorable au nazisme et au camp d'extermination par l'intermédiaire de M. Jean-Marie Le Pen. Donc on a diabolisé l'idée même de République française, l'idée même du drapeau bleu, blanc, rouge, avec néanmoins 2 trêves de Dieu, tous les 2 ans, l'autorisation donnée pendant 15 jours aux Français de sortir le drapeau bleu, blanc, rouge au moment des Jeux olympiques d'été et au moment de la Coupe du monde de football. Alors à ce moment-là, il est au contraire très recommandé de sortir le drapeau bleu, blanc, rouge. Et d'ailleurs, comme par miracle, nous faisons des miracles. Voilà. On remporte des médailles d'or, on remporte la Coupe du monde du foot. C'est autrement dit, c'est voilà un peuple, le peuple français qui est une espèce qui a été mis sous une espèce de terreur, d'intimidation psychologique terrible. C'est-à-dire que on est prié de considérer que la France est au minimum une très vieille personne qu'il faut emmener dans un EHPAD parce qu'elle a la maladie d'Alzheimer et qu'il est de bon ton d'être pour la construction européenne. C'en est arrivé au point que les gens sont pour l'Europe sans savoir pourquoi. L'autre jour, j'étais chez Ardisson et à la fin du débat, qui d'ailleurs a été découpé, le débat avait duré plus longtemps, mais pour les besoins de la diffusion, puisqu'on est toujours très pressé, il faut toujours que ça soit réduit, ils ont retiré des morceaux qui étaient pourtant très intéressants. À la fin, Yann Moix, le journaliste Yann Moix, a fait cette sortie que j'ai trouvée assez extraordinaire, surtout venant de Yann Moix et surtout venant d'un grand média français. Il a dit « En fait, j'ai toujours été pour l'Europe et au fond, je réalise que je ne sais pas pourquoi. » Ce qu'a dit le dernier interlocuteur tout à l'heure, Anthony, a été très, très pertinent, je trouve, puisqu'en fait, on a affaire à quelque chose qui relève du domaine de la foi religieuse. J'insiste sur le fait que les pays d'Europe sont très différents les uns des autres et qu'il y a parmi les pays d'Europe ceux qui ont été colonisés par Rome et ensuite par l'Église catholique, et ceux qui ne l'ont pas été. Et c'est une ligne de fracture parmi d'autres. Il y a aussi ceux qui ont été colonisés par Byzance, ceux qui ont été colonisés par l'Empire ottoman, et ceux qui ne l'ont pas été. Il y a ceux qui ont connu le protestantisme à partir de Luther. Cette ligne de césure, elle est extrêmement importante pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Aujourd'hui, en Europe, vous avez des pays qui sont de tradition catholique romaine, l'Italie, la France, l'Espagne, le Portugal, qui sont des pays de dogme. Ce sont des pays de dogme, ce sont des pays qui, parce que pendant des siècles, des siècles et des siècles, ils ont été sous le magistère d'abord de Rome, puis ensuite de la Sainte Église. Et puis, quand vous allez en dehors de... Alors, s'y rattache à ça, il se rattache aussi la Belgique wallonne, il s'y rattache également la partie rhénane de l'Allemagne, qui a été colonisée par Rome. Et puis, quand vous allez dans le nord de l'Europe, ou dans une partie de l'Est, sauf la Pologne, là, vous avez des pays qui se sont sortis de l'Église catholique à partir des 85 thèses de Luther en 1519, à partir du protestantisme. Protestantisme, ça vient du latin protestare, qui veut dire témoigner, et non pas protester. Luther, qui était un Allemand, avec un esprit allemand, constatant la dépravation des mœurs qu'il y avait au Vatican au tournant du XVIe siècle, on était sous le Rome des Borgia, avec Alexandre VI, constatant que Sixte IV vendait les indulgences, c'est-à-dire que moyennant finance, on pouvait accéder au paradis, constatant que le pape Alexandre Borgia couchait avec sa fille, et puis je sais pas quoi, constatant, il s'est mis à regarder les évangiles et puis l'Ancien Testament, et puis il s'est dit, mais c'est dans quel verset tout ça ? Puis il s'est dit, j'ai pas trouvé de verset ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament qui autorise de telles choses. Et donc, à partir de la révolution luthérienne, tout le nord de l'Europe va progressivement se détacher de l'emprise de Rome, se détacher du dogme, de l'esprit dogmatique, et ça va d'ailleurs être favorisé, on est en 1519,
à la fin du XVIe siècle par la découverte ce qu'on appelle la révolution copernico-galiléenne, la découverte par Copernic puis par Galilée, grâce aux lentilles qui sont de meilleure fabrication, qu'il est impossible que la Terre soit au centre de l'univers, contrairement à ce qu'enseignait le dogme de l'Église catholique, le dogme qui avait été fixé par saint Thomas d'Aquin, qui avait intégré dans le dogme de l'Église la cosmogonie du philosophe antique grec Ptolémée, qui pensait que la Terre était au centre de l'univers, il y avait des sphères armilières, puis il y avait le Soleil qui tournait. Tout ça, c'était le dogme de l'Église. Et vous savez ce qui s'est passé donc à la fin du XVIe siècle en Pologne, du côté de Cracovie, avec un moine qui s'appelait Copernic, quelques années après Galilée en Italie, qui ont fait des observations dans le ciel avec ces lentilles de meilleure fabrication et qui ont dit non, c'est pas possible. La Terre ne peut pas tourner autour du Soleil. Le Soleil ne peut pas tourner autour de la Terre, c'est l'inverse qui est vrai. Et à partir de ce moment-là est apparu dans l'histoire du monde et dans l'histoire de l'Europe. Et si l'Europe a vraiment apporté quelque chose au monde, c'est ça. C'est la faculté de douter, la faculté de remettre en cause des dogmes. Lorsque l'esprit scientifique est apparu à cette occasion, ce qu'on appelle l'esprit scientifique contre l'esprit dogmatique, c'est que l'esprit scientifique, quand il constate un fait qui est contraire au dogme, c'est le fait qui a raison et le dogme qui a tort. Donc il faut réinterroger le dogme a tort. Mais l'esprit dogmatique, quant à lui, considère l'inverse. S'il y a un fait qui est contraire au dogme, eh bien, le dogme a quand même raison et le fait doit donc être caché, transformé, transmuté. On en est là. Et c'est ce qui vous explique qu'en 2019, aujourd'hui, le discours que je tiens est un discours qui est, j'allais dire, presque monnaie commune, si j'ose dire, dans l'Europe du Nord. Des gens en Islande, en Norvège, en Suède tiennent exactement mon discours. Ils ont table ouverte dans les grands médias. Sur les 5 pays scandinaves, qui sont sans doute les pays les plus démocratiques du monde, sur les 5 pays scandinaves au monde, qui sont l'Islande, la Norvège, la Suède, le Danemark et la Finlande, vous en avez 2 sur 5, l'Islande et la Norvège, qui ont refusé d'entrer dans l'Union européenne et dans l'euro, et qui, si j'en crois l'indice de développement humain, l'indice IDH, calculé par le Programme des Nations Unies pour le développement, sont parmi les 3-4 pays du monde où l'on vit le plus heureux. Troisième étant la Suisse, qui est aussi le 3e pays en dehors de l'Union européenne et de l'euro. Après ça, vous avez la Suède et le Danemark qui sont entrés dans l'Union européenne, mais qui ont refusé l'euro. Et sur les 5 pays scandinaves, il n'y en a qu'un seul, la Finlande, qui a accepté l'Union européenne et l'euro, mais qui a une longue tradition de finlandisation, c'est un démembrement de l'Empire russe. On a donc une césure au sein de l'Union européenne entre les pays de tradition protestante, luthérienne ou anglicane, ou calviniste, en Suisse par exemple, où le débat est libre sur la construction européenne, et puis les pays de tradition dogmatique romaine, où le débat n'est pas libre. En France, ce sont des véritables crises d'hystérie. Je dis bien d'hystérie, j'aurais pu le mesurer lorsque j'étais candidat à l'élection présidentielle, où l'on m'a accueilli sur les plateaux, alors que j'avais rien demandé à personne, j'étais gentil, j'arrivais comme ça. On m'a présenté comme une espèce d'hybride de Barbe Bleue et de Marc Dutroux, comme si j'avais tué père et mère. Alors que je disais, mais écoutez, preuves en main, c'est quand même bizarre que les pays d'Europe qui se portent le mieux les 3 pays d'Europe qui se portent le mieux, ce sont justement les 3 qui ont refusé d'entrer dans l'Union européenne et dans l'euro, la Suisse, l'Italie, l'Islande et la Norvège. C'est quand même bizarre. C'est contraire quand même au bon sens. De même que dans tous les domaines, c'est comme ça. On nous explique l'autre jour sur le débat de France 2, on expliquait qu'il fallait faire l'Europe pour assurer la transition énergétique. J'ai même vu M. Hamon qui a sorti d'un chapeau 500 milliards d'euros. J'ai glissé à mon voisin Jadot qui ne l'a pas beaucoup apprécié. J'ai dit non, pas 500, il devrait dire 5000 milliards. N'importe quoi. J'ai quand même fait remarquer que le pays au monde qui a le mieux réussi la transition énergétique, c'est la Suisse. Voilà.
qui n'est pas dans l'Union européenne. On a beau présenter des idées absolument rationnelles, on a beau expliquer que l'euro, il suffit de regarder l'évolution des soldes de la balance des paiements courants à l'intérieur de la zone euro, le système dit Target 2, ce que seul l'UPR fait sur la scène politique française, avec Vincent Brousseau, normalien, docteur en maths, docteur en économie, moi-même inspecteur général des finances, Charles-Henri Gallois, qui est diplômé d'une école de commerce, qui est cadre supérieur dans une grande... Nous ne sommes pas des farfelus. On a beau citer des quantités de sources d'économistes chevronnés, des prix Nobel, comme par exemple Krugman ou Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie américain, qui a dit « Ce sont les pays qui sortiront les premiers de l'euro qui s'en sortiront le mieux ». On a beau apporter toutes les preuves, y compris de ce qui se passe en Allemagne, où tous les jours, maintenant, vous avez le Wirtschaftsrat, le Conseil économique de la CDU-CSU, qui enjoint Mme Merkel, ou sa successeure, vous savez que Mme Merkel va passer bientôt, là, on va le succéder, et sa successeure, c'est une femme qui s'appelle Mme Kramp. Elle s'appelle Annegret Kramp-Karrenbauer et elle est surnommée AKK en Allemagne. Donc ça sera la prochaine chancelière d'Allemagne, sera sans doute Madame AKK, ce qui n'est pas très euphonique en français. À la CDU-CSU, vous avez les conseils économiques à Francfort qui réclament que l'Allemagne mette un terme à l'euro qui risque d'engloutir tout ça. Eh bien, en France, le débat est interdit. Il est interdit, de fait, de facto. Jamais un débat de fond. Jamais un débat de fond non plus sur le bilan de la construction européenne depuis 60 ans. Jamais un bilan de fond sur ce qui s'est passé depuis Maastricht. Jamais un débat où quelqu'un expliquerait, prendrait par exemple, je rêverais de participer à une émission où on prendrait le discours de Philippe Séguin à l'Assemblée nationale en 92 et que l'on lirait paragraphe après paragraphe. Et on dirait « Monsieur Séguin avait raison à 99,8%. » Jamais. C'est-à-dire qu'on a affaire à quelque chose qui n'existe même pas dans la vie réelle. Imaginez par exemple qu'un chef d'entreprise de ces grandes entreprises dont on se gargarise constamment dans la construction européenne, la privatisation, l'économie, l'ultralibéralisme, mais les entreprises n'accepteraient jamais que des chefs d'entreprise, depuis 60 ans, mènent une entreprise à la faillite généralisée sans jamais rendre de compte. On ne demande jamais aux dirigeants des pays, en France notamment, qui ont mené la France dans le désastre dans lequel on est, on ne leur demande jamais des comptes. Et on assiste à ce débat, comme il y a eu à France 24 l'autre jour, à France 2, décidément, pardon, le 4 avril, où l'on voyait ce spectacle hallucinant de socialistes, de représentants des républicains, élevés, qui s'indignaient de la situation, que ça ne va pas. Mais qui est responsable ? Qui a appelé à voter pour Maastricht ? Qui a ratifié Maastricht ? Qui a ratifié le traité, l'acte unique de 86, Maastricht en 92, le traité d'Amsterdam en 97, le traité de Nice en 2000, qui a appelé les Français à voter pour la Constitution européenne en 2005 et qui, malgré le fait que 55% des Français ont voté non, qui l'a imposé quand même aux Français par le traité de Lisbonne, sinon les gens qui viennent ici nous expliquer que rien ne va et qu'il faut leur faire confiance pour modifier le tout.